crois qu'il faut pouvoir et savoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Celle qui ose. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mika Tar et Déborah Sayag, deux artistes hors normes qui n'ont jamais cessé de repousser les frontières de la création. Leur nouveau film, Mika Ex Machina, est bien plus qu'une œuvre cinématographique. C'est une plongée captivante dans une histoire personnelle mêlée d'humour, de résilience et de mystère. Ensemble, elles nous racontent leur parcours singulier, leurs inspirations et comment une simple caméra, voire même un simple téléphone, peut devenir une arme contre l'adversité. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par celles qui osent créer, rêver et transformer leurs défis en œuvres d'art. Allez, c'est parti. Je suis Mika, je viens du théâtre. Au départ, donc je suis rentrée au Conservatoire national d'art dramatique. Au début, je partais pour être comédienne. Et assez vite, j'ai commencé à aimer écrire. Donc voilà, je me suis penchée sur l'écriture. Tout ça avec Déborah. C'est-à-dire que vraiment, c'est difficile de nous séparer. Déborah, je te laisse la parole. Alors moi, je suis Déborah. J'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais très jeune. Ensuite, j'ai fait l'école du cirque. Ensuite, j'ai fait de la musique. Moi, j'étais à fond dans le théâtre. C'est là que j'ai rencontré tous mes copains d'aujourd'hui, quasiment. Et ça a été une aventure hyper forte dans le sens où ça m'a permis de créer des choses de façon collective. Ce que j'avais adoré au théâtre et ce que j'avais adoré au cirque. Enfin, j'ai compris récemment que j'aurais peut-être pas fait ou eu cette vie si j'avais pas rencontré Mika. Tout pareil. Et pareil. Écoute, on s'est éduqués. On a dit qu'on a été ensemble. C'est vrai que d'être ensemble, ça a tout changé. Moi, si j'avais pas rencontré Mika, il aurait fallu que je sois professeure de quelque chose. Là où on fait communion, et ça va être génial, c'est que je rencontre quelqu'un qui est dans la philo. Deb, à 22 ans, c'est quelqu'un qui est extrêmement réfléchi, qui connaît beaucoup de choses, qui a réfléchi les textes. Et en fait, elle va me transmettre ça. Et moi, j'ai peur de peu de choses. C'est vrai, j'y vais, je suis fonceuse. J'ai évidemment aussi des choses à dire. Il y a tout un système dont je me défends depuis très longtemps, d'une certaine famille, d'une certaine transmission de certaines choses, d'un certain chaos comme ça, familial. Et en fait, on se raccorde là-dessus. Enfin, c'est vrai que Deb va m'apaiser et va me transmettre ça. On se rejoint aussi beaucoup sur l'humour et la fantaisie, parce que Deb, je la rencontre, elle est pétée, elle est totalement fantasque. Pour vous donner un tout petit exemple qui est assez marrant, c'est quand je rencontre Deb, moi je suis en train de bouquiner un livre qui s'appelle L'homme dé. Donc c'est l'histoire d'un psy qui joue tout, qui prend toutes ses décisions avec un dé. Et moi je rencontre Deb, je suis en train de lire ça. Et je lui dis, je te propose qu'on prenne toutes nos décisions avec un dé. Moi, à ce moment-là, dans 1 an, je vais me marier avec un mec. Je suis hétérosexuelle. Ça fait 4 ans et demi que je suis avec un mec. Et donc, on prend à partir de là. Donc, moi, je rencontre Dave, j'ai un énorme coup de foudre. Je me rends compte, je suis là, mais je croque dans la pomme, quoi. Je suis là, mais waouh, ce que c'est ma sexualité, en fait. Et donc, à partir de là, on a ce jeu pendant longtemps. Et on va prendre toutes nos décisions avec un dé. Ça va être génial. C'est du jeu. Ça nous amuse. Notre histoire, elle a commencé d'une façon tellement romanesque. C'est-à-dire qu'on se rencontre. Moi, j'avais rendez-vous avec pote à moi qui était une sex friend. On se voyait toutes les semaines pour aller danser au Pulp. Et genre, elle me dit, ce soir, j'aimerais trop emmener une copine à moi du cours de théâtre et tout. J'étais là, ok. Donc, elle vient avec cette copine qui était Mika. Bon, je rencontre Mika, je me dis, ok, c'est quoi cette énergumène ? Genre, elle est en voiture, elle pousse des cris dehors, elle invective les passants. Non, c'est pas vrai, je roule sur les trottoirs. Il y avait trop de monde, je prends les trottoirs. Elle prend les trottoirs parce qu'il y a trop d'embouteillages. Enfin, elle fait des choses un peu marrantes, comme ça, je me dis, elle est vraiment trop marrante. Et puis, on va danser, elle est ivre-caisse. À 4h du matin, elle peut plus prendre sa voiture, elle ne tient plus debout. Donc, ma pote, avec qui j'étais censée rentrer chez moi, j'habitais à 2 pas du Pulp, me dit on peut pas la laisser prendre la voiture et tout, est-ce qu'elle peut pas dormir chez toi ? Donc on se retrouve les 3 à dormir ensemble, et le lendemain matin je me réveille, Mika avait vomi partout. Voilà. Tout mon appartement. Vraiment, genre, des toilettes sur sa brosse à dents, il y en avait partout. Moi, j'avais vomi dans son évier, donc toute sa vaisselle était endommagée, évidemment. Une personne normale aurait nettoyé. Non, Deb, elle a pris un sac plastique, elle a jeté sa vaisselle. Et là, j'ai fait, ok, toi et moi, on va faire affaire. Et c'est vrai qu'on se faisait beaucoup rire. Enfin, oui. Et en fait, c'est là que Mika dit, je suis en train de lire L'homme dé. Et si on s'amusait à écrire des choses sur un petit papier, si on tombe sur 1, on fait ça, chacun met un truc, sur 2, on fait ça. Bon, moi j'étais là, ok, elle est toujours aussi pétée qu'hier soir, elle est plus bourrée, mais elle est marrante encore.
Et puis, notre pote, là, ouais, ok, bon, on joue toutes les 3. Et on avait marqué en numéro, je sais plus, 5, on avait marqué, si on tombe sur 5, on part à Londres ce soir. Et notre pote nous lâche en disant, sans moi les meufs. Et Mika et moi, on dit, mais si, mais nous on y va, bien sûr qu'on y va et tout. On ne se connaissait pas. Et on décide de partir à Londres. Sauf qu'en fait, on n'arrive pas à tirer d'argent, on n'a pas d'argent sur notre compte. Et puis du coup, on décide on prend des photos. En fait, on va dans tous les pubs. On a acheté un petit appareil photo jaune, là, je t'aime. Et genre, on a fait des photos devant des bureaux de change, dans des pubs, dans des endroits. On se dit, ah, regarde, ça fait un peu anglais, là. Puis sur le trottoir, allongé par terre sur le trottoir. Ah oui, ça pourrait être en Angleterre, ça. Et en fait, on a tout fait comme ça. Une semaine après, on retire les dés. Bon, on les tirait tout le temps. Hein, et donc, dans le truc, on s'était dit, voilà, dans une semaine, si jamais on tombe là-dessus, on se marie. Et là, pareil, on est là, mais on va se marier, un mariage, c'est cher. Mais en fait, moi, vu que j'étais fraîchement... C'était pas autorisé. C'était pas autorisé. Bah oui, t'as raison, évidemment. Et donc, fraîchement en couple... Puis moi, je l'avais dit à aucune de mes amies. Enfin, je veux dire, être lesbienne, c'est pas comme être lesbienne aujourd'hui. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore difficile, évidemment. Mais à l'époque, c'était ultra difficile. Le dire, c'était un passage de grande violence. Et d'ailleurs, c'était tabou, très tabou. Très tabou. Et d'ailleurs, je vais perdre beaucoup de mes amis parce qu'il y avait énormément d'homophobie. Et c'était extrêmement compliqué. Bon, bref. Et donc, on se dit, OK, on se marie. Très bien. Donc, vu que le mariage n'était pas autorisé, on invite tous nos amis, donc elle, tous ses amis que je ne connaissais pas, et moi, tous mes amis. Une semaine, on se connaissait, elle et moi. Voilà, on choure des robes de mariée dans nos trucs de théâtre et tout, des robes qui fermaient pas. On trouve un prêtre, un rabbin, deux copains, des copains qui vont donc lire les trucs. Et il se trouve qu'on nous prête un appart avec un duplex. Et là, en robe, donc tous mes copains qui ne s'attendent pas du tout à ça arrivent dans l'appart. Et là, tout à coup, bing, 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 sonnette. Et là, devant 100 personnes, il y a Deb et moi qui arrivons en robe de mariée. Et là, nos amis ne comprennent pas. Et dans le groupe, il y a des gens qui partent. Et là, dans mes amis, je fais « Waouh, bienvenue dans l'homosexualité ». Effectivement, ça va être violent. J'ai 2-3 copines qui partent, qui ne vont pas supporter, que je ne leur ai pas dit autrement, que certainement, les fois où j'ai dormi chez elles, j'avais potentiellement du désir pour elles. Elles ont l'impression d'être trahies. Je vis un moment un peu difficile, puisque moi, j'ai des amis qui appellent mes parents pour leur dire « Oui, Madame Tard, oui, c'est pour vous dire, votre fille vraiment traverse pas une époque terrible, j'ai l'impression... Enfin, elle est lesbienne, tu te souviens ?» C'est voilà. Fou quand on y pense aujourd'hui. Je passe 10 années difficiles avec ma famille. Notre origine sociale est très différente, Mika et moi. Et on s'est rencontrés à un âge où on était encore dans cet élan de la jeunesse et dans lequel on se pose pas ces questions. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune et ma mère était mystique, on va dire. Et donc j'ai grandi dans un univers très particulier. Mon père, je le voyais très souvent. Mes parents étaient divorcés. Lui, il était en Bretagne, ma mère en région parisienne. Mes deux parents sont professeurs. Ma mère était professeure d'EMT quand j'étais enfant. C'était éducation manuelle et technique, qui a disparu pour être remplacée par technologie. Et mon père, lui, il était directeur de recherche en biologie à l'université à Rennes. Son père, c'est un petit peu un scientifique, pardon, je te coupe, mais c'est un petit peu un chercheur fou. Son père, depuis que je le connais, donc depuis que je connais Deb, travaille sur l'infiniment grand, l'infiniment petit. Donc on voit le genre. Non mais c'est vrai, donc tu viens d'une famille quand même de gens qui réfléchissent de ouf, d'intellectuels quand même, si je peux me permettre, qui réfléchissent à tout, qui aiment décortiquer les choses, mais d'une famille qui n'est pas bourgeoise du tout. Voilà, je suis d'une famille prolo, mais... Voilà, si on peut mettre les mots. Intellectuelle. Ma mère, quand j'étais enfant, elle gagnait très très mal sa vie. Elle était prof au collège dans le 9-3. Mon père était prof, lui, à l'université. Il gagnait un petit peu mieux, mais c'était pas fou non plus. Quand je dis que ma mère était mystique, elle était passionnée par des choses de la cabale, des choses comme ça. Donc elle était dans des tripes. D'avoir grandi avec elle, ça a créé quelque chose en moi où j'étais très portée par le fait de triper, quoi. Mes deux parents tripaient, quoi. Et voilà, moi je tripais dans le dessin. J'ai passé mon enfance à dessiner. Jusqu'à mes 11 ans, je passais ma vie à dessiner. Et puis à 11 ans, j'ai découvert le théâtre. Et là, j'étais là, waouh. Et en fait, c'est ma mère qui m'a emmenée faire du théâtre. Je voulais pas au début, parce que j'étais ultra timide. Et ma mère m'a dit, non, mais ça te ferait du bien quand même, parce que t'es trop timide, t'es trop dans tes dessins. Et ça te ferait du bien d'être avec d'autres gens.
Et c'est vrai que là, j'ai découvert vraiment j'ai découvert un monde. Le théâtre, ça a été une merveille de rencontrer cette possibilité-là, d'être avec d'autres gens et de créer ensemble, de jouer des textes, de découvrir des textes qui étaient écrits, qui ouvraient mon esprit, quoi, sur des questions de l'humain, des émotions, de ce que c'est que la tragédie, de ce que c'est, qu'est-ce qui est drôle, pourquoi. Et ma mère m'a laissé libre. Ça aussi, c'est quand même hyper important, c'est qu'elle m'a jamais enfermée dans ses croyances à elle. Elle avait envie que je fasse ce que je voulais. Elle m'a poussée, et donc après j'étais là, oui, le cirque, ah bah oui, d'accord, la musique. Je faisais de la flûte traversière, je faisais du trapèze, je faisais du clown, du jonglage. J'ai fait des trucs trop marrants, quoi. Et elle m'a laissé complètement libre de faire ça. J'étais complètement ascolaire depuis le CP. Et elle m'a laissé aussi, à partir de mes 15 ans, être en cours par correspondance. J'étais au CNED. Après, j'avais plus de lycée, ça c'était super. Donc, je faisais de la flûte 5 heures par jour. Je faisais du théâtre le soir, du jonglage la nuit. Enfin bon, j'étais complètement à fond dans mes délires, quoi. Et puis, j'ai eu mon bac vraiment par miracle. Enfin, moi, je considère que c'est un pur miracle. Et ensuite, ça a été la question, je suis rentrée en fac de musicologie parce que mes parents avaient un parcours de prof et donc l'idée, c'était si je voulais être artiste, il fallait que je sois professeur. Sauf que en fac de musico, j'étais toujours aussi scolaire. C'était trop compliqué, j'avais besoin de faire autrement. J'ai monté des spectacles de clown, je me suis inscrite dans des cours de théâtre, je donnais des cours de musique, des cours de flûte à des enfants et je donnais des cours de théâtre. J'ai commencé comme professeur, en fait. Assez rapidement, j'écrivais aux gens, je disais oui, voilà, j'aime ce que vous faites. Et en fait, j'ai écrit à Daniel Mesguich à la Comédie Française, parce que j'avais vu un spectacle de lui que j'avais trouvé incroyable. Et donc, je lui ai écrit. Et je lui ai dit, j'aimerais trop venir être stagiaire. Et il me dit, bah venez. Ok. Et là, je me retrouve stagiaire à 18 ans à la Comédie Française, sur La Tempête de Shakespeare. Pareil, là, c'est un choc de voir la troupe du français. C'est féerique de voir les coulisses. Ils ont combien de centaines de mètres carrés de costumes, de décors, de voir les menuisiers, de voir tous ces gens à l'œuvre, au travail ensemble. C'est très, très fort, quoi. Et ensuite, Daniel Mesguich m'a engagée comme assistante au Conservatoire National. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai voulu que Mika rentre au conservatoire. Je me disais, c'est vraiment formidable le conservatoire. Et Mika, quand je l'ai rencontrée, c'était une actrice où je me disais, ok, il faut qu'elle soit là. Moi, je suis très très jeune, en grosse rébellion déjà de ma famille. C'est-à-dire qu'à 6 ans, je veux être comédienne. Je me fais virer à partir de 12 ans. Je fais tous les établissements du monde. Je me fais virer de partout, de tous les collèges. Donc, je pars à Saint-Michel de Picpus. Après, je vais à Montalembert. Après, je vais à Charlemagne. Sophie Germain, Fidesz, j'en passe, franchement. Je suis anticapitaliste. Genre, je le sais pas, mais je suis pas du tout là-dedans. Mes parents m'habillent, très jeune, à 6 ans, ils me mettent des fringues. Et en fait, franchement, dès que je peux, à 12 ans, je cache dans ma poubelle un sac où j'ai mon jean troué, mon t-shirt sur lequel j'ai marqué fuck. Et j'arrive à l'école comme ça, pas du tout dans la tenue dans laquelle ils me proposent d'aller à l'école. Pareil, c'est une famille qui réfléchit, mais qui est très nerveuse, où il y a beaucoup d'humour dans ma famille. Ça rit beaucoup. Donc, il y a aussi un apprentissage du rire très jeune. Mon père est un gros déconneur. Donc, je vois bien, moi, je suis totalement ascolaire. Je suis comme Deb là-dessus. J'en ai rien à foutre de l'école. Moi, ce qui m'amuse, c'est les amis, c'est faire rire. Donc, c'est pour ça que je me fais sans arrêt virer, parce que je fais vraiment les 400 coups. Et très jeune, j'ai 16 ans, et il n'y a plus aucune école qui veut de moi, tellement je suis un élève problématique. Et du coup, je suis envoyée à Fidesz, donc c'est une grosse boîte à bac. C'est 1h30 de trajet tous les jours. Et je rencontre très vite une copine qui est d'une famille de gens richissimes, qui me dit, mais viens vivre chez moi. Donc je quitte mes parents, je leur dis, voilà, je peux plus. Et ils me laissent. Et donc je pars avec cette copine, je vais vivre dans son grand appartement, avenue de la Bourdonnais. Et là, j'ai vraiment la belle vie. Je peux faire ce que je veux faire. Je suis totalement libre, obsédée par le théâtre, par jouer, quoi. Je veux que ça, quoi. Je m'inscris dans des cours de théâtre. Je me fâche très vite avec mes parents et je rencontre Deb. Et vu que je suis fâchée avec mes parents, mes parents me coupent les vivres. Donc j'ai vraiment plus une thune. Et Deb, qui est d'un milieu
moins bourgeois, où moi, mes parents pourraient me donner de l'argent. Et c'est Deb, donc tous les jours, qui me file 10 balles, vraiment, pendant 1 an. Et elle me dit, mais en fait, tu vas passer le conservatoire. Et on va aller le dire à tes parents. Et d'une, qu'on est ensemble, et parce que bon, j'étais fraîchement win. Et de deux, que je vais t'aider à passer le concours du conservatoire. Donc là, je m'en rappelle, on part en dîner chez mes parents. On va pas oser leur dire que je suis lesbienne. C'était très compliqué. Mais en tout cas, je me réconciliais un petit peu avec mes parents quand tu leur dis, je vais aider Mika à rentrer au conservatoire. Et donc, toutes les deux, on bosse comme des folles pendant 1 an. On bosse la nuit. Deb, elle me fait bosser, mais au millimètre chaque phrase, parce que c'était dur, il fallait faire une scène de classique, une scène contemporaine. Ça, la scène contemporaine, pour moi, c'était facile. Moi, j'étais contemporaine, mais parler classique. En alexandrin. En alexandrin, mais chaque mot était choisi, et puis, donc, Deb me faisait bosser chaque intonation. Et puis, Deb, c'était un metteur en scène, hein. C'était pas la rigolade, quoi. Elle me faisait hyper bosser, réfléchir, c'est bien. Elle me disait toujours, c'est très bien. Mais, donc, et on bossait comme ça des heures, et on a bossé. Et là, tout à coup, on passe le premier tour, on a le premier tour ensemble, toutes les deux. On passe le deuxième tour, on a le deuxième tour ensemble, toutes les deux. On a le troisième tour, putain, on a le troisième tour, on va toutes les deux au stage. Ce qui est fou, c'est qu'effectivement, au moment où ils ont annoncé les résultats du conservatoire, donc Mika, c'est Tar, et moi, c'est Sayag. Et en fait, donc quand ils ont dit le nom, ils disaient dans l'ordre alphabétique, on a su à la même seconde que Mika était prise et pas moi. Ils ont dit Tar et pas Sayag. Moi, ils m'ont cassé ma joie. C'était vraiment... en fait, j'en avais plus... En fait, je m'en foutais du cons. Je suis rentrée au cons, sincèrement, elle le sait. Et naient les quiches en parallèle. Donc, naissaient les quiches. Moi, j'étais au cons, c'était sympathique. Je prenais des informations et j'ai commencé à lire. Effectivement, c'est là que vraiment j'ai commencé à apprendre et à m'intéresser enfin. Et finalement, mon école, elle commence là. Moi, je commence à m'intéresser vraiment au théâtre à partir de là. C'est vraiment le conservatoire mixé des quiches, où vraiment là, où je me dis, ok, là, j'ai 22 ans de lacune, il va falloir que je bosse. Parce que je suis au niveau 0, à part déconner et faire le clown, et il faut que je travaille. On s'est rencontrés, il y a une histoire d'amour qui a commencé. Et puis après, elle et moi, on a commencé à écrire des histoires, des courts-métrages. Et puis de là est né un groupe qui s'appelle Les Quiches. Et pendant 10 ans, on a travaillé ensemble avec Aurélie Saada, Benoît Pétré, Déborah évidemment, Alexandre Brigg, Vanessa Pivin, Morgane Pérez, voilà. Isabelle Vitari, voilà. Donc on est 8. Et on a fait ensemble une 60aine de courts-métrages. Et donc on a appris, ça a été notre école, les quiches. Ça a été vraiment l'apprentissage du scénario. Et puis un jour, le groupe, voilà, chacun, Aurélie est partie faire de la chanson, Benoît est parti réaliser. Et nous, Deb et moi, on s'est vraiment dit, on veut faire des films aussi. Et on a commencé à écrire des longs métrages. On a commencé à filmer grâce à l'apparition des caméras mini DV à l'époque, c'était il y a 20 ans et quelques. Et soudain, on s'est rendu compte qu'on pouvait, avec une petite caméra qui coûtait pas cher, acheter n'importe où, filmer. Et puis après, sur notre ordinateur, monter avec des logiciels gratuits et déjà faire des choses incroyables comme ça. C'est vrai que Mika est très forte en tout ce qui est informatique. Je suis un petit geek. Exactement. Ouais, t'es un petit geek, ça, c'est sûr. C'est-à-dire que vraiment, on a appris à tout faire. Alors nous, en plus, on a appris à monter, on a appris à écrire des histoires, on a appris aussi à être en groupe, c'est-à-dire à lâcher. Parce que un groupe, c'est chacun y va de ses idées. Faut pas avoir beaucoup d'ego, quoi. Faut accepter d'écrire un scénario à 8. Donc, faut accepter le goût de l'autre. Et en fait, faut apprendre à dialoguer pour défendre nos idées, pour les faire passer. Tu vois ce que je veux dire ? Pour simplement réfléchir ensemble. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai aimé dans l'expérience, et ce que j'aime dans l'expérience du collectif, c'est comment on peut aller plus loin que si on était seul. Je sais que dans l'expérience du cirque notamment, j'ai vachement aimé l'aspect chacun a son imaginaire, chacun a ses tripes, tu vois, perso. Et j'adore quand ça se mélange. Et c'est vrai que nous, la chance qu'on a eue, ça a été de se rencontrer assez jeunes, on avait 22 ans, et on était avec cet élan tellement fort d'avoir envie de faire des choses, quoi. Et on les a faites. Grâce à la nouveauté technologique, on a pu les faire, on a pu faire des courts-métrages sans avoir de producteur, juste avec notre petite caméra et notre ordinateur. Et puis après, voilà, Internet, d'un seul coup, on pouvait diffuser, on pouvait partager.
Et ça a été une vraie révolution de pouvoir faire exister ce qu'on faisait si facilement, quoi. On avait, par exemple, le réservoir qui nous aimait beaucoup. Donc, on faisait 2-3 fois par an des projections de tous nos courts-métrages. En fait, on en a fait énormément. Et c'était souvent des petits pans de notre vie, toujours avec humour ou pas d'ailleurs. Et là, un jour, Louis Becker, sorti de nulle part, qu'on connaissait pas, a débarqué et il nous a dit mais je veux vous produire, je veux que vous écriviez un long. Et donc, tous les 8 avec nos copains, on est là, on se regarde, on se dit, il s'est trompé, le mec. Donc, on lui dit, oui, un court-métrage. Et il nous dit, non, un long-métrage. Et donc, il répète ça plusieurs fois, on se dit, mais il parle vraiment de long-métrage, il est ouf. Et là, il y a dans le bureau, non mais vraiment, et là, dans le bureau, rentre Thierry Lhermitte avec un coussin péteur. Donc nous, on est Thierry Lhermitte, pour nous, c'est les bronzés, c'est énorme. Il arrive, il dit putain, pardon, bonjour à tous, Thierry, enchanté. Donc on se présente comme ça. Il dit putain, Louis, pour la projo ce soir, j'ai acheté un coussin péteur. Donc on est là, ok, donc voilà. Bon, déjà, le mec est très très drôle et on se dit, bon bah, nous ça nous fait rire, on a 22 ans, donc voilà, Thierry Lhermitte, il y a tout de suite une accroche. Donc moi, je prends son coussin péteur et je dis, mais je veux ça. Donc là, il y a une vraie accroche qui se passe. Et donc, il va nous proposer d'écrire ce long métrage à 8 et là, c'est parti, nous prête un bureau et là, on part dans 1 an. Donc c'est là quand je parle de dialogue. Dans 1 an, c'est vraiment la joie. Enfin, c'est un mélange de tout. Va falloir apprendre à se cadrer, à travailler à 8. À écrire un long métrage. Un long métrage. Parce que la dramaturgie d'un court métrage, c'était pas du tout la même que pour un long métrage. Ouais, on est libre. Et ça donne fou. T'es trop fou, babe. Elle te croquerait bien là. Et donc là, on est propulsé au cinéma, à l'UGC Léal. Donc pour nous, c'est énorme. Avec un film qui est totalement barré, qui va et en même temps être adoré. Donc on va avoir vraiment des fans. Et en même temps détesté, parce que tout à coup, il est totalement hors case, inclassable. C'est un peu notre truc quand même, Ouais. de faire des choses inclassables, Mika. Mais en tout cas, oui, Foun, c'était donc une comédie musicale en costume qui se passait dans les années 50. On a comme référence Grease, West Side Story, on s'amuse avec les codes des années... Voilà, donc c'est un film en Punk. Dans un lycée de la banlieue ouest de Philadelphie, comme dans tous les lycées, there is des ringards moches et remoches, C'est-à-dire les pafounes. They are very gentils, with their tronches de cookies, but they are too naze. Des vrais minables, quoi. Et il y a les belles and rebelles, C'est-à-dire... les founes. C'est à eux qu'appartient le power of the lycée. Allez, la bouseuse. Toi et ton troupeau, rendez-vous dans 5 minutes in the couloir. Ils font tout what qu'ils veulent dans le lycée. Esclave. Mais on s'est beaucoup marré. autres C'est élèves des souvenirs de fou rire. Et vraiment, ouais, je pense que ça nous a aussi construite le groupe. Enfin, on a aimé, en fait, les groupes d'amis. Et en fait, là, le fait que Louis Becker nous donne cette carte blanche, c'était complètement barge. On était comme si on faisait un spectacle de théâtre et puis allez, on s'amuse, ça marche, c'est cool, ça marche pas, c'est pas grave. On n'avait pas du tout la notion d'industrie. Louis, ça a été c'est notre premier fan. C'est-à-dire que vraiment, il a vu le film et il s'est dit, ok, on y va, je vais le défendre corps et âme. Il aime ce film. D'abord, c'est une histoire de jeunesse. Il y a un truc qui était très beau aussi de notre groupe. Pour moi, j'ai l'impression aujourd'hui, là où on en est, c'est vraiment la naissance même de ce qu'on va dire par la suite. Vraiment du groupe, de l'amitié, de ce que c'est que l'amitié. Et de créer, ensemble. De la force que le groupe et que les amis peuvent nous donner et nous donnent. Et d'ailleurs, c'est notre film Mika Ex Machina. Je vais vous dire comment est né Mika Ex Machina. En fait, déjà pour commencer, j'ai été harcelée il y a 3 ans de manière très violente. Donc quelqu'un s'est introduit on habitait déjà en colocation avec Déborah, on était au 1er étage. Il y a une fille qui voulait mon amitié, qui est rentrée chez moi la nuit à 4h du matin. Et voilà, et ça a duré plusieurs mois et ça a été extrêmement loin et extrêmement grave. Donc
je suis quelqu'un quand même traumatisé de cette histoire-là et Deb aussi a été impactée. Donc 3 ans plus tard, je trouve quotidiennement des foulards et des pièces de monnaie sur ma moto. C'est vrai qu'au début, je note pas trop, je me dis tiens, c'est peut-être mon ex qui est passé par là et tout. Et puis ça insiste quand même. Et c'est vrai que je suis vraiment dans le déni parce que aussi j'ai vécu un truc, cette chose-là assez vénère 3 ans auparavant. Donc j'ai comme un truc de pas encore. Donc en fait, je trace, j'avance, j'ai pas le temps. Et puis de là va arriver des antivols. Franchement, je me rappelle de mon premier antivol et donc je commence un peu à raconter l'histoire à Deb, qui était au courant, mais bon, j'en avais pas fait cas, donc elle en faisait pas cas non plus. Ma moto est attachée, j'appelle mon garagiste qui vient, mignon, il me coupe l'antivol et puis ça se répète. Donc mon garagiste me dit Mika, je suis désolée, je peux pas venir tous les jours te couper tes hues, tes chaînes et ma moto, j'en ai besoin, j'ai un vélo, alors je le prenais de temps en temps et tout, mais tous les jours. Mon moyen de locomotion était attaché avec un foulard et tout, comme quelque chose de symbolique. Je commence un petit peu à m'arrêter, à me dire, attends, qui ça pourrait être ? Ça fait peur qui commence à naître. On commence à s'interroger avec Déborah, on commence à réfléchir ensemble à qui ça pourrait être. Elle me dit, mais c'est peut-être ton ex. On commence à en parler autour de nous, à nos amis. En moi, c'était du harcèlement. Ce que je ressentais, c'était violent. C'est-à-dire que ce que je ressentais, c'était je sortais de chez moi, je me disais, ok, peut-être qu'il y a quelqu'un qui me suit, donc je regardais derrière moi. Chez moi, je bouclais ma porte, je me disais, commençait à naître une petite parano. Mais ce qui était étrange, c'est que quand on en parlait autour de nous, les gens, finalement, n'était pas si clair. Il y avait des amis qui me disaient mais non, c'est une demande en mariage, c'est beau, c'est des symboles. Puis un autre qui me disait certainement tu te fais marabouter, Mika. Puis chacun commençait à y aller de ses projections. Ce serait trop con, mais putain, qui fait ça ? En vrai, ça fait peur, quoi. On sait pas si c'est malveillant ou bienveillant. Et vous avez pensé aux mobiles fétichistes ? Tu dis que c'est quoi, toi ? Érotomanie. C'est criminel. Cannibalisme ? Ouais. Pourquoi ? Vous allez pas vous mettre là et observer toute la nuit, tous les jours. On trouve qui c'est ? La suite, c'est le film donc. Et en fait, finalement, ça m'apaisait. Parce que je me disais, mais ça se trouve, moi, ce que je ressens est faux, en fait. Si ça se trouve, c'est vrai, c'est peut-être symbolique. Ça a commencé à m'apaiser. Et puis un jour, il y a eu cet accident où moi, vraiment, on rentrait de vacances. J'avais lâché cette histoire. Je rentre de vacances. Il est 20h. J'ai un rendez-vous avec une copine à 20h pour débriefer les vacances. J'arrive sur ma moto. Je fais, oh putain, merde, foulard rouge, pièce de monnaie. Je suis la merde, j'avais oublié cette histoire. Et je regarde et pas de U, rien. Je me dis, bon, cool, j'enlève, foulard. Je me dis, il faudra quand même que je m'en occupe. Et puis j'avais commencé à prendre des photos pour les flics parce que je commençais un peu à flipper, donc j'avais pris des petites vidéos, des photos quand même de tout ça. J'avais, je sais pas, c'était un délire. En tout, j'avais une 60aine de trucs, quoi, entre les foulards, les pièces de monnaie. Je sais pas, j'avais 60 balles, j'avais une 30aine de foulards, j'avais, je sais pas, une 20aine de U, de trucs. Et donc, je prends ma moto, contente de pas voir qu'il y a d'antivol, je démarre ma moto et là, je chute. Je fais un espèce de soleil, je me casse la gueule. Il y a 2 mecs qui arrivent, qui me relèvent, qui regardent ma moto, belle moto. Ah, c'est rien, votre moteur a dû serrer, je sais plus ce qu'ils me sortent. J'appelle mon garagiste le lendemain et je lui dis, écoute, voilà, je suis tombée de ma moto, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, je viens te la chercher demain. Il vient me chercher ma moto, il me la porte. Et puis 2 heures plus tard, il m'appelle, il me dit, je le connais depuis 10 ans, et il me dit, écoute, Mika, est-ce que tu peux passer au garage, j'ai un truc à te dire. Et là, j'appelle Deb, je me rappelle, j'étais dans ma chambre, et j'appelle Deb et je lui dis, écoute, je sais pas, sa voix, je la sens pas. Elle me dit, viens, on y va, on filme. T'as vu ce que j'ai trouvé dans ta chaîne ? Tu roules vite, tu passes à travers le carter. On va aller voir la police, Mika. Les flics, fais chier les flics, non pas les flics. Vendre ma moto, pas et c'est un peu là que ça commence. On se dit, est-ce que c'est pour les keufs ? Je sais pas, j'ai pas d'idée, mais en tout cas, entre la matière des gens, entre ce qui se disait, nous, ce qu'on se disait, moi, ce que je ressentais, ce que ressentait Deb, il y avait quelque chose qui matchait, où on se disait, Deb, voilà. Et moi, ça m'a fait peur de voir que t'étais tombée. La façon qu'avait eu le garagiste de te parler, je me suis dit, bon, il y a un problème. Et en fait, c'est étonnant, mais je suis vraiment c'est très bizarre, mais j'ai dans mon corps, ça va très vite d'avoir très peur de ce harcèlement. En fait, c'est étonnant, mais j'ai expérimenté ça pour la première fois avec les événements de Charlie Hebdo. Nous, on vivait juste à côté de Charlie avant. Quand il y a eu l'attaque, on était à 50 mètres.
Et on était dans un magasin de casques de moto, d'ailleurs. Et il y a un des vendeurs qui nous dit « Il faut rester dans la boutique, il y a une attaque. » On était là « Mais c'est quoi cette histoire ?» et tout. On était tous sur nos téléphones. Bon, et j'étais en terreur. Mais en terreur, on voit les voitures de flics, bon, on voit les trucs, on entend des tirs. Enfin bon, c'est terrorisant. Et après ça, j'étais en tremblote, mais vraiment en tremblote. Et quand il y a eu tous les gens qui étaient dans la rue, on était au premier étage à Bastille. Donc on voyait devant nos fenêtres des millions de personnes. Et c'était fou. Et c'était hyper puissant. Et ce qui m'a permis de m'approcher de la fenêtre, c'était mon téléphone portable. C'est-à-dire le téléphone a fait comme un écran, le fait de filmer. On avait des copines qui étaient là, tout le monde s'est mis à chanter aux fenêtres. Et dans la rue, Mika a mis le Ghetto Blaster à la fenêtre. Et c'était vraiment un moment hyper puissant. Et ce qui a fait que j'ai réussi à m'approcher de la fenêtre, c'était de filmer les gens. Et d'interposer donc un écran, qui était mon téléphone portable, entre moi et ce réel qui était trop violent pour moi de ce qui venait de se passer. Dégainer le téléphone, j'ai compris que c'était quelque chose qui posait une protection, qui est un témoin qui rend un peu objectif le réel. Et en fait, c'est vrai que quand Mika, il y a eu ces foulards rouges, cadenas, et qu'elle est tombée, là, d'un seul coup, je me suis dit, ok, il faut filmer. Il faut filmer pour supporter ce qui est en train de se passer, dont je ne sais pas où ça va mener, parce que est-ce que quelqu'un veut tuer Mika ? C'est quoi le trip là ? C'est quoi le délire ? Jusqu'où c'est en train d'aller, ce truc de quelqu'un harcèle Mika, lui veut du mal ? Pourquoi ? Que mon téléphone puisse témoigner de ce qui était en train de se passer, c'était une façon de se donner plus de force et de courage, et de se dire au moins il y aura un témoin de ce qui est en train d'arriver. Et puis en fait, en filmant, il s'est passé soudain des tas de choses très drôles. Et ça, c'était vraiment la surprise. Tout le monde avait sa propre vision des événements et sa propre interprétation de ce qui arrivait à Mika. Et étonnamment, ça crée encore plus de distance entre le réel et... Enfin, je sais pas, ça crée quelque chose qui enrobait tout d'humour pour certains et de poésie, de romantisme. Tout le monde avait sa théorie. Et soudain, c'était possible d'imaginer tout. Avec nos amis, on pouvait tout imaginer. On était vraiment dans le réel, mais c'était le terreau pour toutes les fictions qu'on pouvait avoir dans chacun de nos têtes, toutes les projections qu'on pouvait avoir. Et du coup, ça a rendu cette enquête, finalement, on s'est mis à filmer, parce que ça devenait vraiment passionnant de voir les réactions de chacun. Ça peut être une occasion de créer ensemble quelque chose. On savait pas ce qu'on était en train de faire, on savait pas ce qu'on allait trouver, on savait pas si c'était à quel point c'était grave, mais on s'est dit au moins c'est l'occasion de d'élucider ce mystère de qui veut quoi à Mika, pourquoi. Après, je rajoute juste un petit truc et tellement d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'il y avait aussi autre chose, c'est qu'on est scénariste. Et dans cette histoire, il y avait quand même 2 lignes qui étaient quand même super intéressantes. Il y avait donc cette intrigue de c'est quoi cette espèce de thriller de qu'est-ce qui se passe sur cette moto, qui est quand même enfin pour moi, je me disais waouh, c'est quoi cette histoire ? Donc qui était déjà une intrigue mêlée à des réflexions on a tout un panel d'amis comme on peut le voir dans Mika Ex Machina, où on a des bandes d'amis féministes, queer, d'autres qui viennent d'un tout autre milieu avec d'autres constructions. Enfin, et c'était marrant de confronter tout ce panel de gens. On se disait, il y a quelque chose qui pourrait ressembler à un film. Faire ce film de cette manière-là, sans personne, seul, avec juste nos potes et notre iPhone, c'était une liberté. On retournait vers la liberté de la création. Mais c'est vrai qu'avec très peu d'argent, aujourd'hui, on peut faire des choses. Voilà. Maintenant, on va voir vers où on va. Parce qu'en fait, on a filmé et non, on ne sait pas. Ce qui est fou, c'est que tout à coup, ça devient une espèce de loup-garou. À partir du moment où on se met à filmer, la magie fait, la personne arrête de mettre des choses sur ma moto. Donc là, on se dit, ok, le coupable est parmi nous. Et il y a 50 potes. On est là, ok, il y a un truc de scénar. Je veux dire, à 15 minutes du film, il doit se passer... là, c'est le gap. Nous, on est comme 2 scénaristes aussi. Malgré tout, on n'oublie jamais qu'on est scénariste. C'est comme si le film se passait devant nos yeux. On a filmé avec nos iPhones, donc c'est marrant parce que l'iPhone, on est tellement habitué maintenant à être filmé, à ce que tout le monde dégaine son téléphone à son téléphone. Bon, du coup, on l'oublie très vite. On était juste nous, mon iPhone, celui de Mika, il se passe un truc, paf, on filme. Et des fois, je filmais, j'ai l'impression de voir un film, alors même que c'était ce qui était en train de se passer dans la pièce. Et j'étais là, ok, c'est fou. Après, le soir, avec Mika, on se disait, mais c'est dingue quand même ce qui s'est passé tout à l'heure. À partir du moment où on a appelé nos amis à la rescousse, en fait,
à leur dire, venez, on fait des quarts de bateau, on va ensemble faire l'enquête. Mais c'était tellement reposant. Je n'étais plus seule. Deb n'était plus seule, mais il y a tout le temps du monde. Donc ça dort un peu de partout. Et c'est chouette, c'est vraiment l'auberge espagnole. Il y a un truc et tout de suite on se détend. Grâce à la présence de nos amis, je suis passée de la terreur à l'euphorie. Et vraiment, d'être entourée, ça change absolument tout. Et je pense que ça, c'est une des choses qu'on a vraiment apprises grâce à cette expérience. C'est que pour les gens qui subissent un harcèlement, quelle qu'il soit, une situation difficile, une violence, quelle qu'elle soit, être entouré change absolument tout. Et c'est toi, Deb, qui le disais. C'était un peu le pharmacone aussi. C'est-à-dire que c'était en même temps le remède à notre stress et en même temps, c'est devenu notre pire angoisse, le poison. C'était vraiment notre peur à un moment donné aussi d'avoir potentiellement dans notre bande d'amis, quelqu'un qui faisait ça. Who knows ? Faut voir le film. C'est vrai qu'on est entouré, Mika et moi, d'une grande variété de gens, et des gens qui viennent de milieux sociaux très différents, qui ont des opinions politiques très différentes. On a toujours aimé fréquenter des gens qui ne pensaient pas forcément comme nous. C'est quelque chose de très important pour nous, parce que je pense que le théâtre aussi nous a appris ça. C'est-à-dire que pour qu'il y ait réellement un dialogue, il faut qu'il y ait des pensées différentes. Alors, on a des amis qu'on fréquente depuis 25 ans, notre bande d'amis, des quiches, voilà, qui sont des amis de cœur. On a passé 25 ans ensemble à faire des tas de choses ensemble, des films, des voyages, voilà, des fêtes. C'est des amis vraiment importants, comme notre famille, on va dire. Et puis, on a des amitiés plus récentes, avec lesquelles on n'est pas forcément du tout dans les mêmes délires de pensée, voilà. Mais c'est passionnant. J'ai compris à quel point chacun pouvait interpréter les choses depuis là où il était, en fait. Et ça a été quelque chose de très fort dans ces rencontres de ces dernières années. Si jamais on est vraiment porté sur les questions de féminisme, on peut analyser tout depuis ce prisme-là. Si on est très intéressé par les questions de courage, on peut aussi tout analyser depuis ce prisme-là, ou de justice, ou de différence sociale, enfin, il y a des tas de sujets qui peuvent porter les gens, et c'est super intéressant de rencontrer des gens qui n'ont pas le même regard que nous. On est dans une époque très difficile, où il y a beaucoup d'amitiés qui ont été impactées par tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai que aussi ce film, pour moi, c'est un dialogue qui aujourd'hui manque beaucoup dans le monde. Il y a cette problématique du dialogue et c'est difficile aujourd'hui de dialoguer. En fait, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était que là, du coup, dans la situation qu'on a vécue dans Mika Ex Machina, c'est que tout le monde avait son propre prisme. On n'était pas d'accord les uns avec les autres. On avait tous notre propre interprétation de ce qui t'arrivait, nos propres projections de ce qui t'arrivait. Et en fait, étonnamment, c'était foisonnant et c'était riche. Et d'avoir ces amis-là, je pense que c'est ça aussi qui a permis qu'on fasse ce film. C'est vraiment un film d'amis, dans le sens où si jamais on avait eu que des gens comme nous, qui avaient très peur et qui étaient convaincus que c'était un tel, tu vois, là, c'est le foisonnement de tous ces gens si différents qui fait le film finalement. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir. Vous avez aimé cet épisode ? Alors dites-le nous. Comment ? C'est très simple. Premièrement, vous pouvez nous mettre plein d'étoiles. Deuxièmement, vous pouvez nous mettre aussi un commentaire. Et puis enfin, abonnez-vous. Comme ça, vous serez sûr de ne jamais louper un seul épisode. À très bientôt. Parce que les femmes sont fortes. Celles qui osent. Si tu fais un mec dans la rue, mets-lui une main au cul. Est-ce que tu l'as déjà fait ?